Voilà, donc BRL a été créé il y a maintenant pas mal d'années, en 1955, vous voyez, donc ça fait un moment. Alors au départ, ça a été créé, alors c'est un peu, disons, le retournement de l'histoire, pour proposer en fait des alternatives à la viticulture, en proposant de l'eau pour faire des cultures de diversification. Bon, et en fait, aujourd'hui, la première culture irriguée du Languedoc-Roussillon, c'est la vigne. Voilà. Donc c'est un grand changement qui s'est écoulé dans le temps. Alors voilà la localisation, donc vous voyez, des réseaux de BRL. Alors on va dire il y a deux zones bien séparées. Il y a d'un côté tout ce qui est le littoral, avec principalement la ressource Rhône. Donc on a un droit d'eau relativement important à Pichegud, enfin à côté de la commune donc entre Fourques et Arles, où on peut aller jusqu'à 75 mètres cubes secondes. Vous voyez, donc c'est considérable, en sachant qu'aujourd'hui on est à moins de 20 mètres cubes secondes en pointe. Donc on a 100 000 hectares d'irrigués sur cette partie. Et puis après, il y a la partie qui est du côté du sillon lauragais, donc à partir d'autres ressources. Donc c'est les Castelnaudary, et donc là, il y a 20 000 hectares d'équipés avec des cultures qui restent encore des cultures assez classiques, en grande culture et culture de semences, où la vigne est assez peu présente, même si on voit que vers l'est de Castelnaudary, vers Carcassonne, on peut avoir maintenant aussi des cultures de vignes irriguées. Alors, voilà les ressources Rhône principalement. Ensuite, on a des barrages. Vous voyez, on va en fait stocker l'eau pendant les excédents hivernaux dans les barrages qui appartiennent à BRL ou qui appartiennent à d'autres structures. Par exemple, le Salagou, c'est donc un barrage départemental. Le Mont d'Orbe, c'est barrage donc de BRL. Et donc on a en gros les 2/3 de l'eau distribuée en agriculture qui viennent du Rhône. Alors maintenant il y a le projet Aquadomicia. Bon, voilà un peu les quelques chiffres. Donc on est sur l'agriculture est le premier débouché, on va dire, de l'eau produite par BRL aujourd'hui, même si on a d'autres usages. Ça représente pas loin de 60% des volumes distribués. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, en fait, par rapport à une histoire très récente, on a connu l'apogée, on va dire, de l'irrigation dans les années 80. À partir des années 90, on a eu une décroissance, en fait, de la consommation en eau. On a eu la conjonction à la fois du changement de la PAC, donc avec les primes hectares et non plus les primes à la production. Et puis également, en fait, la concurrence des pays méditerranéens qui sont rentrés dans l'Union européenne, en particulier l'Espagne. Donc on a eu une décroissance jusque dans les années 2000, jusqu'à, on va dire, fin des années 2000, des surfaces irriguées. Depuis 2010, entre on va dire, un renforcement des sécheresses et puis la demande sur la vigne, de nouveau, en fait, on a des demandes qui augmentent assez fortement sur les réseaux, à la fois donc sur les réseaux existants, donc une densification de l'usage des réseaux, mais également en fait des demandes d'extension sur les secteurs qui n'avaient pas l'eau. En gros, on a eu 2 années exceptionnelles, 2016-2017. Bon, vous le savez tous, il y a eu une sécheresse très très forte l'hiver 2015-2016, puis après en 2017 également en fait une absence de pluie à partir du mois de mai. Donc on a des consommations qui ont été, on va dire, un peu records. Bon, juste un aparté, l'irrigation sur le réseau de BRL, c'est à peu près, pour un hectare de vigne, à peu près 150 € de facture d'eau, en considérant une consommation, peut-être certains vont trouver assez faible, mais partons sur 750 mètres cubes hectare en moyenne, en sachant qu'on a des fortes variations entre viticulteurs et entre produits en fait, qui est produit à partir de ces parcelles. Alors voilà, là on va travailler un petit peu plus sur la partie extension. Donc vous voyez ce qui est en vert un peu palo, on va dire, ce sont les zones historiques qui étaient irriguées. Ce qui est vert un peu plus foncé, ce sont les extensions qui ont été mises en eau à partir de 2013. Donc vous voyez, il y a à peu près pas loin de 4000 hectares qui ont été mis en eau en 2013, 14 et 15. En partie liés à Aquadomicia, donc les premiers maillons. Vous voyez les maillons qui sont en rouge sur la carte, ce sont les premiers secteurs qui ont été installés. Donc on part de la zone de Moguio qui est au sud de Montpellier avec un diamètre 1200. Et ensuite après, on a une planification d'extension de cet adducteur, en sachant que la totalité de l'adduction sera bouclée en 2010, fin 2010, début 2011. Donc ça va nous permettre en fait non, pardonnez-moi. On est en 2020 et 2021. Voilà, je me trompe de 10 années.
C'était une bonne nouvelle, mais c'était, oui, pas, ça serait vu quand même. Voilà. Donc voilà où on en est aujourd'hui, c'est-à-dire que les roses, vous voyez les maillons roses pointillés sont en construction, donc les travaux ont commencé. Et la partie jaune, sur la partie, on va dire, entre Béziers et Montpellier, cette partie-là sera donc terminée en 2020 ou 2021. Voilà. Maintenant, on va superposer ça en fait à la demande. Donc vous savez que les demandes sont assez considérables. Alors ne serait-ce que sur les zones qui vont être potentiellement alimentées à partir du réseau hydraulique régional, donc le réseau que gère BRL qui appartient donc à la région Occitanie. Donc on a à peu près 10 000 hectares identifiés aujourd'hui. Ce sont tous les ronds. Alors vous voyez, on a mis des ronds avec des couleurs différentes. Alors, la taille du rond n'est pas en fait directement proportionnelle à la surface d'irrigation. En gros, on a soit des projets qui seront alimentés par Aquadomicia en rouge, donc soit sur les réseaux existants du côté gardois et est hérolté en vert, et ensuite après d'autres projets qui vont être alimentés à partir de l'Orbe, vous voyez, ils sont en bleu. Voilà. Donc globalement, ça fait donc ces 10 000 hectares qui seront identifiés aujourd'hui. Bon, alors on a des projets qui vont de 150 hectares à près de 2000 hectares, donc c'est très variable. Et on va voir un peu comment c'est mis en place, comment ces projets ont candidaté, puisqu'en fait, vous imaginez bien que ça va coûter quand même, ce genre de projet, et que donc les agriculteurs, les caves, les viticulteurs de façon générale, vont monter des projets pour demander de se faire aider. Bon, alors juste un petit zoom, alors les 3 départements que sont l'Aude, l'Hérault et le Gard ont commencé des schémas pour identifier la localisation en fait un peu plus générale des besoins en eau. Alors là, c'est deux cartes qui sont extraites du schéma, c'est pas encore, on va dire, il n'est pas fini, ce schéma, j'ai pris ça sur une partie en fait des comptes rendus. Vous voyez qu'en fait, la carte représente la demande qui est le plus haut, vous voyez la densité de la vigne et en fait la demande en eau. On a une liaison assez forte, évidemment, plus on a de vignes dans un secteur et plus on a de demande d'irrigation. Si on voit la carte qui se trouve en bas, donc à gauche, vous voyez qu'il y a soit des demandes qui sont plutôt liées à l'élevage, soit des demandes plus, on va dire, un peu plus couleur vin, où on voit que c'est toute la zone viticole pratiquement qui est en demande d'extension de réseau. À la limite, là où il n'y a pas de demande d'extension, c'est qu'en général, il y a déjà l'eau. Voilà. Alors, comment en fait imaginer des extensions? Parce que c'est vrai que, on le disait tout à l'heure, la vigne n'avait pas été l'élément déterminant pour orienter l'équipement des secteurs, bien au contraire. Donc il faut, on rentre dans c'est pas un parcours du combattant, mais je veux dire dans un montage de projet, comme on peut les imaginer, aussi bien dans qu'est-ce que soit en fait la nature des investissements. Première étape, une volonté forte d'un territoire. En général, il ne faut pas avoir une personne dans un coin qui demande d'avoir en fait un raccordement. Donc, il faut trouver un porteur de projet. Alors, ces porteurs de projet sont variables. Il y a les coopératives qui jouent généralement un rôle important, mais ça peut être aussi une collectivité. Dans certains endroits, il y a une commune qui considère, ou un groupement ou une agglomération, qui considère qu'il faut absolument développer ce réseau, et donc qui vont être porteurs. Ça peut être un collectif d'agriculteurs, relativement peu nombreux. Donc la première chose, bien évidemment, c'est d'étudier comment, en fait, alors là on parle de BRL, on parlait aussi des ressources tout à l'heure, il n'y a pas que BRL pour la fourniture d'eau, il y a aussi des ASA qui existent là depuis longtemps, et puis des ressources à certains endroits qui sont encore disponibles au niveau des nappes. En gros, en fait, il y a encore des possibilités à certains secteurs de venir chercher l'eau sur les réseaux, c'est-à-dire que, on peut imaginer jusqu'à 2-3 km que des privés, en fait, enfin que des porteurs privés s'arrangent entre eux pour arriver à équiper, on va dire, une alimentation, donc une canalisation, et en partageant à la fois les frais et l'entretien pour arriver, en fait, à équiper leurs parcelles. Donc ça se fait pour aller vite, quoi, en fait. C'est-à-dire que là, on n'a pas besoin de financement, généralement. On va demander aux bénéficiaires, c'est-à-dire aux quelques personnes qui vont profiter de cette extension, de partager l'investissement. Ensuite, après, on a d'autres choses, c'est les densifications, c'est-à-dire que là, c'est BRL qui devient, on va dire, porteur du projet. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué. Bon, on est sur des marchés publics, on a des contraintes supplémentaires qui vont intervenir. Et ensuite, après, on va dire, la grosse majorité des projets, ce sont les nouveaux périmètres. C'est-à-dire là, on considère que on ne peut plus faire ça, on va dire, à la marge. Il va falloir trouver des financements beaucoup plus importants. Et là, vous voyez, là,
on a identifié, donc ça c'est une coopérative, enfin 2 coopératives en l'occurrence, qui ont fait des enquêtes auprès des agriculteurs en disant, des viticulteurs, qui seraient prêts à intégrer un projet d'irrigation collective. Quelles seraient les parcelles que vous voulez mettre? Alors là, les couleurs, c'est quoi? En fait, ce sont c'est pas des parcelles cadastrales, ce sont des groupements de parcelles appartenant à un même propriétaire. Donc on voit qu'il y a, en surface géographique, on est à peu près à 80% en fait, de demandes sur ce territoire-là. Voilà. Donc en fait, comment arriver à formaliser cette demande et comment arriver à aller jusqu'au bout de cette demande? Alors, la région, qui est en fait l'élément, enfin on va dire fédérateur en fait de toutes ces demandes, c'est le guichet unique, hein, c'est-à-dire que la région va à la fois en fait gérer les fonds, ses fonds propres, mais également les fonds du FEADER, des fonds européens, et il va faire aussi appel à des cofinancements des départements. En gros, sur ces projets-là, on peut atteindre 80% de financement. Par contre, ce qui est un peu nouveau par rapport aux vieux projets de BRL, si vous voulez par exemple, c'est qu'à dire que les viticulteurs, les bénéficiaires vont financer 20%. Avant, on mettait un réseau en place et puis on engageait les irrigants sur de la durée en disant vous prenez au minimum 5 ans de contrat par exemple, alors que là en fait ils vont participer au financement à hauteur de 20%. Alors 20% c'est quoi? Ça va pour les projets les moins chers, on est à peu près à 3 000 € de l'hectare, donc 20% ça fait 600 € de l'hectare. Mais parfois on peut aller jusqu'à des 10 000 €, voire un peu plus. Voilà. Donc ça peut faire des projets quand même impactants pour les exploitations agricoles. Donc les niveaux de sélection, parce qu'il y a aussi le problème en fait de ces extensions, il y a deux ressources. Il y a une ressource eau, ça on la voit bien, on voit où elle est. Puis il y a une ressource financière. Donc on va avoir des financements donc régions, Europe et départements qui seront quand même si elles sont, c'est nouveau, c'est important, mais qui sont quand même, on va dire, limitées. Donc il va y avoir une sélection des projets pour prendre les projets, ou les classer au moins, en fonction en fait, de l'intérêt de ces projets sur différents critères que l'on va voir. Et une fois qu'on a en fait, un classement de ces appels à manifestation d'intérêt, on passe en appel à projet pour monter ce projet-là. Avec deux choses, hein, deux principales fonctionnalités, on va dire, soit les extensions de réseau, mais quelque chose qui est un peu nouveau aussi pour certains secteurs. Il y a certains secteurs irrigués sur des ressources fragiles qui sont maintenant en fait pratiquement interdits d'arroser. Je vais prendre le cas de l'argent double, que certains connaissent sans doute dans l'Aude. Compte tenu en fait du partage de cette ressource entre l'eau potable, l'environnement et l'agriculture, eh bien, à partir d'une certaine date dans l'année, généralement, il est interdit d'arroser. Donc ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on a de l'eau aujourd'hui qu'on en aura forcément demain. Le changement climatique a aussi des impacts évidemment sur ces cours d'eau, et même des impacts très forts pour certains endroits. Et donc, il faut prévoir l'avenir, c'est-à-dire est-ce qu'on est dans une ressource sécurisée ou non? Si elle n'est pas sécurisée, comment j'arrive en fait à prévoir de continuer à bénéficier de cette ressource, ou est-ce qu'il me faut chercher une autre ressource? Alors voilà les présentations. Donc il y a évidemment un certain nombre de critères en fait à répondre pour présenter ça. Il y a déjà quelque chose d'important, vous voyez, c'est cette ressource mobilisable. Est-ce qu'elle est mobilisable au minimum 8 années sur 10? Si ce n'est pas le cas, je veux dire, ça y est, le projet est mort-né, quoi, en fait, hein, on s'arrête là, quoi. Donc il faut trouver cette ressource. Alors c'est pour ça aussi qu'il y a des projets importants comme Aquadomicia qui permettent de faire sauter certains verrous. On verra qu'il y a d'autres endroits, c'est un peu plus compliqué. Donc en fait le programme de développement rural, pardon, excusez-moi, j'ai déjà passé, donc c'est pour ça. Ça y est, j'ai pas fini. Il vous reste 2 minutes. Je continue quand même. Alors voilà, il y a le projet, on va dire un peu général, hein, de présentation et autres. Un projet qu'il ne faut pas négliger non plus. Vous savez on va bénéficier, quand on a sur ces projets-là, des fonds européens. Il y a eu une grosse bagarre en fait du personnel politique, professionnel et autres dans les débuts, vers les années 2010, pour convaincre l'Europe que ce n'était pas un gros mot d'irriguer la vigne. Il faut savoir que la Commission européenne avait détaché
donc des équipes à la fois de l'agriculture et de l'environnement pour ça. Et c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de limitation des surfaces. Ça résulte un peu de cette négociation qu'il y a pu y avoir avec l'Europe en disant écoutez, c'est vraiment quelque chose de vital, le changement climatique, on le sent, on le voit. Si vous ne nous aidez pas, ça va contraindre quand même beaucoup d'exploitations à mettre la clé sous la porte. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Donc il y a eu cet accord, mais sous condition. Donc l'environnement, alors même si aussi au niveau, ça a été transposé, et au niveau français, on a les DREAL, on a les DDT qui vont également en fait être très vigilants sur ces aspects-là. En gros, il faut qu'on ait une gestion raisonnée, il faut qu'on n'impacte pas trop avec les travaux notre environnement. Volet économique, bien évidemment, tout à l'heure je vous disais, c'était souvent les coopératives. Donc quel intérêt pour le secteur économique d'avoir cette irrigation? Est-ce que c'est accessoire ou est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que c'est intégré dans la stratégie? Donc ça, c'est des points aussi qui sont analysés par les services de la région. Et il faut avoir également en fait un enjeu répété, c'est-à-dire, bon, je vais prendre le cas le plus caricatural, mais si c'est un vin d'appellation avec des faibles rendements sur des sols qui ne sont pas si courts que ça, si en fait c'est une assurance avec un arrosage tous les 3 ans par exemple, est-ce que c'est prioritaire ou non? C'est des questions qui se posent. Hein. Je veux dire, moi je ne donne pas la réponse, mais ça peut être des critères qui rentrent dans la chose. Le territoire, il est évident aussi qu'on ne va pas en fait équiper des zones qui risquent de passer à l'urbanisation dans un avenir relativement proche. Donc en fait, il y a évidemment une analyse des SCOT, des PLU, de tout ce qui peut être considéré en fait l'aménagement du territoire, puisque ce sont des réseaux strictement agricoles. Je veux dire, c'est dans le cadre du PDR, donc on ne peut absolument pas arroser des stades avec ces eaux-là, ni fournir de l'eau potable. Je parle des réseaux dessertes. Donc là, on est bien sur agricole 100%. Il y a un point important aussi, c'est la densité. Plus c'est dense, généralement, moins les investissements sont chers. Donc on a intérêt à avoir, on va dire, une adhésion d'un territoire franc et massif. Sinon, ça ne passe pas. Voilà, par exemple, je voulais juste vous montrer cette image-là. Vous imaginez le nouveau réseau et l'ancien réseau. Avant, en fait, on mettait des réseaux à pratiquement toutes les parcelles cadastrales. Bon, c'était aussi pour d'autres types d'irrigation. Hein. C'est plutôt pour des maraîchages et arboriculture avec des débits un peu plus importants. Là, c'est un projet à gauche, un projet sur le Biterrois qui est en eau aujourd'hui. Vous voyez, on a beaucoup moins de linéaires de réseau, beaucoup moins de bornes et donc des coûts bien inférieurs. En gros, on serait sans doute à 10 000 d'un côté et on est à 3 000 de l'autre. Il faut conclure, s'il vous plaît. Oui, alors voilà. Bon, alors après, gouvernance. Hein, qui peut déposer un dossier? Ce sont les collectivités, puisqu'en fait, pour arriver à avoir les financements, il faut être un établissement public, collectivité, association syndicale autorisée, ou BRL en tant que société d'aménagement régional. Le volet agronomique également. Il faut tous ces projets-là, si vous voulez, tous ces aspects-là doivent être indiqués dans les projets donc, de demande. Et évidemment, là, une carte de sol, c'est quelque chose d'important. Et c'est évident que ça rentre également en fait, dans le choix de priorisation. Alors, bon, ça, on termine pour BRL. Alors, la finalisation après, donc on a l'autorisation d'investir et on va donc créer ce réseau. Très rapidement, quand on est sur des réseaux, c'est pas parce qu'on est sur un réseau qu'on a forcément, même sur un réseau BRL, qu'on a la possibilité en fait d'avoir de nouveaux contrats. On est dans certains secteurs ce qu'on appelle saturé, c'est-à-dire que la totalité des débits disponibles sont déjà attribués à des agriculteurs. Donc on est en train de regarder en interne, de voir comment. Vous voyez, là on a des courbes. C'est une courbe en fait d'un secteur agricole qui est proche, on va dire, d'arrosage d'espaces verts. Les arrosages d'espaces verts, ça se fait la nuit. L'agriculture, on peut le faire en goutte à goutte vigne, on peut faire aussi bien de jour que de nuit. Donc c'est de dire comment en fait proposer des contrats aux agriculteurs différents de ce qu'on proposait maintenant, en disant vous aurez de l'eau de 8 h du matin jusqu'à 8 h du soir. Ou est-ce qu'on peut vous gérer autrement, c'est-à-dire vous dire on ne vous garantit pas de l'eau dans la journée, mais sur 8 jours. Est-ce que vous seriez d'accord si on pilote directement l'irrigation, qu'on vous apporte les 1 mm jour, mais sur la semaine? Voilà. Est-ce que donc ça voudrait dire qu'on récupère en fait de la souplesse au niveau, c'est un peu les principes des Linky. Alors ça ne va peut-être pas faire plaisir à tout le monde, mais on gère en fait la réelle demande sur nos réseaux pour arriver à réorienter de nouveaux débits sur d'autres secteurs. Autre chose aussi, le stockage. Alors la retenue collinaire. Plus généralement, stockage d'hiver, puisque retenue collinaire, ça veut dire qu'on barre un bassin versant. C'est quand même pas très facile à gérer au niveau des autorisations. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est prélever de l'eau dans des ressources qui sont, on va dire, excédentaires l'hiver,
soit parce qu'en fait on a un cours d'eau qui a des débits beaucoup plus importants l'hiver, soit sur des réseaux qui existent et qui ne sont pas utilisés l'hiver et qui permettent de remplir de l'eau. Imaginons, prenons le cas de BRL par exemple, on a le Rhône, on va prendre de l'eau du Rhône et qu'on va envoyer dans des bassines, on va dire, sur le Biterrois pendant l'hiver. Évidemment, il y a un petit coût énergétique, mais on peut le faire. Et alors, stockage d'hiver aussi. Certaines personnes voudraient avoir de l'eau l'hiver, s'ils n'ont pas la possibilité de l'avoir l'été, pour faire le plein, éviter, on va dire, une année 2015-2016 où on n'a pas eu de remplissage. Et dernière chose, la réutilisation des eaux usées. Donc, on parlait tout à l'heure, en fait, de Gruissant. Nous, on a aussi un projet avec la coopérative Cap-le-4 sur Roquefort-des-Corbières, où là, en fait, on fait à la fois du traitement, mais on fait du stockage. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir une alimentation de ces bassines avec différentes ressources. On a partout des stations d'épuration. Elles sont de plus en plus performantes, donc avec un niveau de rejet de qualité. On pourrait imaginer de prendre cette eau-là, de la stocker et d'utiliser pendant les périodes de pointe. Gruissant, l'avantage de Gruissant et des stations littorales, c'est qu'en fait, on a du monde pendant les périodes d'irrigation, donc on a beaucoup d'eau usée. Mais dès qu'on s'éloigne un petit peu du littoral, on est obligé de stocker aussi ces eaux de réutilisation. Voilà. Merci beaucoup pour cet exposé.